Je vous propose une définition du fascisme. On désignera comme fascisme tout appel à l'unité culturelle, organique et étatique de la nation pour être un recours contre les mouvements populaires que la classe dirigeante ne peut plus contenir. C'est précisément parce que vous avez un mouvement ascendant et indépendant des classes sociales, du mouvement social et de la lutte de classe en l'occurrence, parce qu'on parle du contexte, là, du fascisme originel en Italie, d'une lutte de classe qui dure pendant plus de 2 ans où tout le pays pratiquement est contrôlé par la classe ouvrière et la paysannerie organisée, que c'est un mouvement qui se situe en réaction par rapport à ça et qui fait donc appel à l'unité culturelle et organique d'une nation supposée sur d'autres critères et d'autres principes, et étatique parce que c'est l'État qui va incarner cela, contre ces mouvements populaires que la classe dirigeante ne peut plus contenir. Donc le fascisme est un mouvement politique réactionnaire au service du capital, parce que non seulement il est financé par le capital, s'il est financé par le capital, c'est parce qu'il va servir le capital. Hein, on l'a vu en Italie, donc avec le financement des faisceaux de combat par les grandes entreprises, mais on le voit aussi en Allemagne. Je fais une parenthèse en vous citant le film de Visconti, Les Damnés, vous avez peut-être vu, où on voit une grande famille, on ne sait pas si c'est l'aristocratie ou vraiment la grande bourgeoisie, c'est vraisemblablement la famille Krupp ou Thyssen, qui dit que bon, il regarde ces barbares de nazis, la CSA, qui font coup de poing dans les rues, etc. Mais qu'au bout du compte, il les finance parce qu'il vaut mieux les nazis que les rouges. Voilà. Donc, voilà, je vous conseille de voir ce film, Les Damnés de Luchino Visconti, qui est un film absolument intéressant. Donc le fascisme est un mouvement politique réactionnaire au service du capital. Il épouse la volonté de changement des masses. Toujours attention à cette question-là. Il épouse la volonté de changement des masses pour être une variante radicale du conservatisme de droite. Et deuxième élément, le nazisme est la variante la plus radicale du fascisme. Il faut regarder de près quelles sont les caractéristiques pour que le fascisme arrive au pouvoir. Donc je vous propose une dizaine de conditions. La première condition, c'est qu'en période de crise sociale et de crise de reproduction du capital, parce que c'est toujours ça la question, c'est comment le capital arrive à reproduire son assise à partir de son taux de profit. Quand tout va bien, bon, il y a la démocratie parlementaire, il y a quelques journalistes qui font leur boulot, quelques notables qui permettent de consentir à l'ordre établi, tout ça fonctionne bien, c'est huilé. Puis il y a des périodes de crise où il faut accélérer, muscler les choses, etc. Donc le fascisme a une fonction historique par rapport à ça. Il s'agit de modifier par la force et la violence les conditions de la reproduction du capital en faveur des grands groupes. Mais le fondement de tout ça, c'est bien la question de la reproduction du capital et de la domination. Et donc tout ça est grippé après la guerre, parce qu'évidemment, vous avez des secteurs entiers du mouvement ouvrier qui regardent du côté de la Russie ce qui se passe. Donc la bourgeoisie prend peur. Comme la bourgeoisie prend peur, elle veut avoir un appareil à elle sous une nouvelle forme qui va lui permettre d'assurer sa domination. Et le fascisme lui fournit les troupes, lui fournit les cartes, lui fournit tout pour le faire. Et elle dit à un moment donné, en dernier ressort, on y va, banco. Donc, premier élément. Deuxième élément, dans les conditions contemporaines, la bourgeoisie assure sa domination politique, j'ai un peu dit avant, avantageusement à coût et à crédit réduit, à coût réduit, à l'aide de la démocratie parlementaire, d'un certain nombre d'interfaces qui désamorcent périodiquement les contradictions explosives et en même temps, directement ou indirectement, elle intègre et élargit sa base sociale aux intermédiaires qui servent le système, quelques syndicalistes, quelques médias, quelques élus, quelques responsables politiques, quelques experts. Hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on fait ça toute la journée. Mais quand les mécanismes de redistribution se grippent et que l'équilibre devient trop instable, la grande bourgeoisie n'a qu'une seule issue: disposer d'une forme supérieure de centralisation de l'exécutif pour piloter l'économie et assurer en permanence sa domination. Mais en même temps que cela devient la négation de l'équilibre et de l'intégration précédente, parce que on va trouver une autre forme de système, mais on va déstabiliser l'ordre qui préexistait. La bourgeoisie garde sa domination économique, mais elle est expropriée politiquement
du pouvoir par le parti fasciste. C'est caractéristique dans le film de Visconti, Les damnés. La bourgeoisie, la grande bourgeoisie, cette famille-là de la sidérurgie, elle garde son pouvoir économique, mais n'a plus directement de représentants politiques qu'elle avait au sein de l'État. C'est le parti nazi qui va diriger politiquement les affaires. Donc elle garde sa domination économique, elle n'est pas expropriée économiquement, parce que sinon elle n'aurait pas joué ce jeu-là, mais elle est expropriée politiquement au profit d'une nouvelle forme de direction politique qui est le parti unique, le parti fasciste ou le parti nazi en l'occurrence. Cinquième caractéristique pour l'arrivée du fascisme au pouvoir, c'est que ce mouvement de masse ne peut surgir que de la petite bourgeoisie affolée et hystérisée par la crise. C'est la petite bourgeoisie en crise qui est la base sociale du fascisme. Pas la direction politique, la base sociale. Ça, c'est un phénomène extrêmement important. Alors, c'est extrêmement important parce que ça atteste de deux choses. Si ça arrive, ça atteste de la force du fascisme, et si ça arrive, ça atteste de la force du mouvement ouvrier de ne pas avoir été capable de proposer un bloc à la petite bourgeoisie qui est en crise et de lui donner des réponses. Parce que si la petite bourgeoisie va voir du côté de la grande bourgeoisie, donc contre ses intérêts, parce que, y compris du point de vue purement capitaliste, la grande bourgeoisie a intérêt à la concentration du capital et à la disparition de la petite bourgeoisie. Regardez ce qui se passe dans nos villes. Hein, on met du Leclerc, du Auchan et tout ça tout autour, et la petite bourgeoisie des bourgs, des centres-bourgs, des centres-villes disparaît parce qu'il y a la concentration du capital. Donc là, vous avez un phénomène contradictoire à l'intérieur de la bourgeoisie. Donc il faut aussi regarder ça, cette complexité de manière extrêmement fine. Donc ce mouvement de masse ne peut surgir que de la petite bourgeoisie hystérisée par la crise, et notamment de ces éléments qui sont menacés et déclassés, et qui sont prêts à en découdre contre le mouvement ouvrier. C'est-à-dire, combien de fois vous avez entendu le petit commerçant du coin disant « Ah, c'est feignant le fonctionnaire, c'est syndicaliste, c'est machin », tous les gens dont ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus d'eux parce qu'ils ont des protections que non pas « Ouais, nous on a bossé toute notre vie, on n'aura pas notre retraite ». Bon, voilà, vous connaissez tout ça. Voilà. Donc, tout ça, en période de crise extrême, ça donne des prémices d'une haine contre le mouvement ouvrier et démocratique, contre les syndicalistes, contre les fonctionnaires, contre des gens qui ont eu des acquis sociaux, contre des gens qui ont eu des statuts, et le fascisme va donner une réponse politique à ces gens-là. C'est pas simplement parce qu'il y a ça que ça bascule. Ça bascule parce qu'ils arrivent à donner une réponse politique contre les conquêtes et les éléments actifs. Ce mouvement est renforcé par l'apport des ouvriers chômeurs, plongés dans la misère, qui était caractérisé à l'époque comme étant le Lumpenprolétariat en allemand, c'est-à-dire le prolétariat en rayon. Donc, la jonction entre la petite bourgeoisie, qui est affolée par la crise, qui a peur de son déclassement, et ceux qui sont déjà déclassés, entraîne, si vous voulez, une jonction sociale, sociale de masse, qui permet au fascisme de l'utiliser contre le mouvement ouvrier organisé. L'expression et l'organisation sont autonomes, mais pour aller plus loin, ce mouvement a besoin de soutien financier et d'une centralisation de l'expression politique. Le fascisme lui propose, la grande bourgeoisie, la finance. C'est-à-dire que le fascisme propose tout ça à la petite bourgeoisie, tous les gens qui sont déclassés, dans la précarité, dans la misère, etc., et qui en veulent évidemment par rapport à ceux qui ont réussi à garder un statut et ceux de la petite bourgeoisie qui viennent du prolétariat mais qui ne veulent pas y retourner, donc il y a une espèce de haine subjective à l'intérieur, et tout ça prend mayonnaise, donc le fascisme le propose et la grande bourgeoisie le finance. Sixième condition, l'écrasement du mouvement ouvrier est un préalable pour que le fascisme remplisse son rôle politique et historique. Là, on n'est pas dans un entre-deux. Le fascisme, il n'est pas là pour faire des petites piques. Il est là pour nous détruire. D'accord ? Historiquement, quand je dis détruire, c'est détruire politiquement et c'est détruire physiquement. Et on sait comment ça se termine.
Hein. En Allemagne, Hitler s'est attaqué aux Juifs en 1938, mais il s'est attaqué, Dachau est ouvert en avril 1933, c'est-à-dire 3 mois après la prise du pouvoir. C'est le premier camp qui est ouvert, et ce sont des syndicalistes qui sont mis dedans. Après, les socialistes, les communistes, etc. Et puis après, les juifs, parce que faut bien terminer le travail dans la société. Mais, même si le nazisme est une forme radicale du fascisme avec le racisme biologique, etc., il s'est d'abord attaqué au mouvement ouvrier comme Mussolini l'avait fait en Italie. Ça, c'est très important. Il faut casser les reins tout de suite à tout ce qui est organisé de manière indépendante dans le mouvement ouvrier et le mouvement démocratique. Donc l'écrasement du mouvement ouvrier est un préalable pour que le fascisme remplisse son rôle historique et politique. C'est donc, excusez-moi, c'est peut-être un peu lourd, mais c'est un défi de guerre civile qui est lancé au mouvement ouvrier démocratique. Soit on a ces gens-là en face et on répond par la non-violence et les méthodes du Mahatma Gandhi, c'est une forme de réponse, ou soit on fait autre chose. Si on ne répond pas à ce défi, non seulement nous désarmons notre camp, et nous créons par contre les conditions pour que l'ensemble de la petite bourgeoisie, qui regarde, la force va à la force, donc tout le monde regarde ce qui se passe dans le champ politique et le champ social, c'est la condition que la petite bourgeoisie bascule du côté de la force et de la dynamique de ceux qui veulent triompher et prendre le pouvoir. Donc il y a des vrais enjeux qui sont en train de se passer là. 7e condition, ce mouvement de masse petit bourgeois doit s'intégrer au nouvel appareil d'État. Policier, bureaucratisé, mais qui va rouler pour l'oligarchie et pas pour la petite bourgeoisie. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Encore une fois, on le voit dans les années de Visconti. Ceux qui font le gros du boulot dans le parti nazi, ce sont les SA, les sections d'assaut. Depuis 1923, depuis donc le putsch raté d'Hitler, ils font le coup de poing tous les week-ends devant les vendeurs des journaux socialistes, les communistes allemands. Ils font le coup de poing devant les usines, ils vont attaquer les locaux, etc. Bon. Ils représentent un peu la base sociale, prolétarienne et révolutionnaire au sens de vouloir vraiment, y compris avoir un meilleur salaire, une meilleure vie, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passe en juin 1934 ? Les SA organisent un camp d'été. Toute analogie n'est pas des similitudes. Sur les bords du Main. Et au petit matin, vous avez des centaines de SS qui arrivent avec des auto-mitrailleuses, des blindés, et qui liquident entièrement les SA. Donc toute l'aile, on va dire prolétarienne du national-socialisme, est liquidée au petit matin en quelques heures. Et les SS représentent vraiment les intérêts du grand capital et de l'oligarchie. Il a fallu 1 an pour que les masques tombent pour ces pauvres bougres qui avaient pensé qu'ils allaient avoir une vraie révolution. Parce que si ça fonctionnait, c'est que des gens, à un moment donné, ont cru. Je veux dire, les SA qui faisaient le coup de poing contre les socialistes, les communistes, etc., ils ne savaient pas forcément que 7 ou 8 ans après, il allait y avoir Auschwitz, les chambres à gaz, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des millions de pauvres gens désespérés, parce que le fascisme se construit sur la désespérance. Très important ça. Hein. Voilà. C'est Trotsky dit dans un très bon ouvrage que je vous conseille aussi dans les bibliographies, parce qu'il a écrit un recueil sur comment vaincre le fascisme sur 1930-1933, une analyse très précise sur l'Allemagne. Il dit voilà, le fascisme triomphe quand l'espoir révolutionnaire, écoutez bien, quand l'espoir révolutionnaire se transforme en désespoir contre-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens aspirent au changement, mais le changement n'arrive pas, y compris parce qu'y compris les partis qui représentaient la classe ouvrière à cette période-là ne se sont pas unis. Donc le fascisme trouve une fraction du prolétariat, les ouvriers chômeurs, isolés du reste de la classe ouvrière. Et c'est dans ce sous-prolétariat confronté à un chômage de longue durée, souvent dérouté, que les fascistes s'implantent. Les chômeurs s'engagent dans les chemises brunes, les sections d'assaut,
dont je vous ai parlé. En échange, n'oubliez pas l'humiliation qu'ils avaient après la Première Guerre mondiale. C'est pas du tout pour expliquer quoi que ce soit, c'est pour faire une explication objective, en échange d'un bel uniforme, d'un repas et d'une certaine dignité retrouvée. Ce sont les mécanismes sur lesquels les nazis ont joué. Le discours nationaliste les valorise également en leur donnant l'impression d'être intégrés dans un peuple puissant. Ils ont l'impression de se sentir à nouveau importants pour la construction d'un nouveau système complètement mythifié. Par contre, les fascistes ont du mal à se renforcer dans le mouvement syndical car les grèves les obligent à s'affronter au petit patronat, largement représenté dans les rangs du NSDAP. Et oui, ils soutiennent les grèves, ils rentrent en conflit avec la petite bourgeoisie, et la petite bourgeoisie est leur base sociale. Donc ils ont vraiment du mal à pénétrer le mouvement ouvrier organisé.